Bienvenue sur TV5 Monde. À la une du 12 minutes, un 8 mai inédit. Ce vendredi marque les 75 ans de la victoire sur le nazisme, des commémorations en tout petit comité, en France comme ailleurs. À Paris, Emmanuel Macron, mais aussi ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, se sont retrouvés au pied de l'Arc de Triomphe. Au Royaume-Uni, l'hommage de la patrouille de la Royal Air Force et 2 minutes de silence pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Les vétérans se souviennent, comme Seymour Bill Taylor. Pendant le Blitz, on ne nous a pas interdit de sortir. Nous n'étions pas enfermés chez nous. Tout n'était pas tout à fait normal, mais les pubs étaient ouverts. Nous faisions la fête, nous nous amusions. Si vous alliez au pub, vous passiez une bonne nuit. Et si vous étiez en uniforme, vous étiez accueillis et on vous donnait à boire. C'était différent du confinement. Tout suivait son cours en quelque sorte. Les nouveaux chiffres du chômage sont tombés aux États-Unis et ils sont sans surprise pour Donald Trump. Plus de 20 millions d'emplois ont été détruits en avril. Le taux a bondi à 14,7%, son plus haut niveau depuis les années 30. Même cause et mêmes effets au Canada où le chômage s'envole à 13% à cause du coronavirus. Des chaises vides pour demander la réouverture des cafés et des restaurants. Un mouvement de protestation qui s'étend de l'Italie à la Grèce. Les restaurateurs sont frappés de plein fouet. La pandémie est une catastrophe. En 2020, le nombre de touristes voyageant dans le monde risque de chuter de 60 à 80% par rapport à 2019. Estimation de l'Organisation mondiale du tourisme, une agence affiliée à l'ONU. Plus de 100 millions d'emplois directs seraient menacés. Les professionnels redoutent un été dévastateur. L'île volcanique de Santorin, au cœur de la mer Égée, est un haut lieu du tourisme en Grèce. Ces villages blancs perchés au sommet des falaises lui ont attiré une réputation mondiale. En temps normal, des milliers de visiteurs du monde entier se pressent le long de ces ruelles pavées. Mais en ce mois de mai, on n'y rencontrera que quelques habitants. Le Covid-19 a mis fin à tout voyage. Avant, c'était plein de gens, plein de vies. Maintenant, nous sommes seuls. Nous profiterons seuls de l'île. J'espère que ceux qui n'ont pas peur viendront. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes un peu déprimés. Pour les hôteliers, la période est difficile. Beaucoup profitent du moment pour rénover leurs locaux, mais les perspectives sont sombres. Les réservations pour le mois de juin sont au plus bas. Sur la plage, des écrans de plexiglas séparent maintenant les matelas, formant de petits abris. Le bord de mer doit aussi s'adapter au temps nouveau de l'épidémie. Nous espérons que les constructions que vous voyez là ne sont pas l'avenir des plages. Nous n'en voulons pas. Mais si c'est nécessaire, si c'est ce dont dépend la sécurité des gens, ça ou autre chose, nous voulons juste travailler, aller de l'avant. La Grèce a été relativement peu touchée par l'épidémie de Covid-19. Mais avec le tourisme comme activité majeure, le pays risque maintenant une catastrophe économique. Un pont aérien mis en place entre l'Europe et l'Afrique. Les premiers avions ont décollé ce vendredi depuis la France en direction de Centrafrique. À bord du personnel et du matériel pour les organisations humanitaires. Leur activité a été complètement bloquée en pleine pandémie de Covid-19. L'Afrique semble moins touchée, mais il faut rester très prudent. Le Covid-19 a fait son apparition sur le continent africain mi-février, en Égypte. En mars, le chef de l'OMS, lui-même africain, alertait sur la menace. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est donc de se préparer au pire. Depuis, le pire n'est pas arrivé. Le virus se répand, mais de manière lente, peut-être masquée. 54 027 cas ce 8 mai, 2000 morts et 18 636 guéris sur un continent d'1 milliard de personnes. Par comparaison, en France, on dénombre 12 fois plus de morts que sur l'ensemble de l'Afrique. Diverses hypothèses peuvent expliquer ces chiffres. Un fait indéniable d'abord, le continent a pris au sérieux les prévisions les plus pessimistes et a vite réagi. Le Rwanda s'est confiné dès le 21 mars. Le port du masque est obligatoire au Sénégal. Les cas suspects sont isolés. Les tests multipliés en Afrique du Sud. À ce jour, nous avons dépisté environ 7,5 millions de personnes. Cela représente à peu près 15% de notre population.
Autre argument avancé, l'Afrique subit régulièrement des épidémies. Ebola, la peste. Les personnels soignants tirent les leçons des crises sanitaires précédentes. Les bonnes pratiques sont mises en place auprès des populations menacées. Nous savons que les Africains, une fois organisés entre eux, peuvent être une puissante force de changement et d'action. Nous travaillons tous avec leur résilience, leur sagesse, les années de souffrance qu'ils ont pu surmonter en Afrique. La République démocratique du Congo en est un exemple, avec son expertise contre Ebola. Le docteur Rodolphe Ahmed exerce à Kinshasa. Officiellement, ce géant de l'Afrique ne compte que 900 cas confirmés de Covid-19. Pour le praticien, d'autres facteurs pourraient aussi expliquer la lente propagation du Covid. La jeunesse de la population est souvent avancée pour expliquer le faible impact de la maladie. C'est sûr qu'avec une population avec moins de comorbidité, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de cas sévères. Ce sont des hypothèses, mais qui nécessitent d'être confirmées par des études menées sur le continent. L'hécatombe n'a pas eu lieu, mais rien n'est gagné. L'OMS redoute un pic dans quelques semaines si rien de plus n'est fait. Ses prévisions les plus alarmistes prédisent jusqu'à 190 000 morts en Afrique au cours de la première année en cas d'échec des mesures de confinement. Tester, retracer, isoler, traiter, martèle l'ONU, ne pas baisser la garde. Des pluies torrentielles frappent depuis plusieurs semaines l'Afrique de l'Est. Elles ont entraîné la mort de centaines de personnes et le déplacement de milliers d'autres. Parmi les pays touchés, le Rwanda, avec au moins 65 victimes. Les inondations ont entraîné des glissements de terrain qui ont tout emporté sur leur passage. Désigné à la majorité par le Parlement, c'est les mains gantées que Mustapha El-Kazimi est venu faire son discours d'intronisation. Après 5 mois de crise politique, l'Irak a enfin son Premier ministre et un nouveau gouvernement dont la tâche s'annonce immense. Ce gouvernement est là pour répondre aux crises sociales, économiques et politiques. Pour être un gouvernement de solutions et non un gouvernement de crise. On le dit pragmatique et discret. Ex-chef du renseignement irakien, Mustapha El-Kazimi est peu affable des caméras et des interviews. Pourtant, il a aussi été journaliste. Un parcours atypique pour un homme qui a tissé ses réseaux aussi bien chez les Américains qu'au sein du voisin iranien. Et de l'aide de ces deux puissances, il en aura sans doute besoin pour tenter de remettre le pays sur pied. L'Irak va être extrêmement affecté par les répercussions de cette crise, la récession, et plus particulièrement par la contraction des revenus issus de sa production pétrolière, puisque les marchés pétroliers ont été lourdement affectés. Donc il arrive dans un contexte compliqué. Sa marge de manœuvre s'annonce donc très étroite, d'autant que Mustapha El-Kazimi va devoir répondre à la grogne sociale. Les manifestants restent mobilisés malgré la crise sanitaire et leurs demandes sont inchangées. Encore une étape de franchie pour la Chine dans sa conquête de l'espace. Son vaisseau s'est posé sur Terre sans encombre après 2 jours et 19 heures en orbite. Pékin a de l'ambition. Le pays veut construire une station spatiale et réaliser des vols habités loin dans l'espace. 6 semaines que l'équipe du prochain film de Belkacem Hadjadj est au chômage technique. Le réalisateur algérien espère reprendre le travail dans quelques jours. L'idée est de partir tourner loin de la capitale. Il y a déjà des trucs là-bas. Il y a des choses là-bas, des tâches. Les premières scènes de son film ont eu lieu ici, dans les studios d'El Achour, sur les hauteurs d'Alger. Le ministère de la Culture lui a accordé une dérogation spéciale pour continuer en province et sous conditions. Il va falloir qu'on fasse des tests à toute l'équipe avant d'aller. Et puis il faut que je confine l'équipe. Parce qu'on doit tourner dans la wilaya de Tlemcen et dans la wilaya de Tizi Ouzou, mais dans les montagnes. C'est-à-dire qu'on va confiner l'équipe dans un hôtel. L'hôtel ne sera ouvert que pour nous. De l'hôtel, on va sur le plateau de tournage. Il se trouve que dans les 2 wilayas, les plateaux de tournage, ce sont 2 villages abandonnés. Depuis mi-mars et le début du confinement en Algérie, le secteur audiovisuel est à l'arrêt. Or, traditionnellement, juste avant le ramadan, la production de séries bat son plein dans le pays.
Timusha est l'une des rares productions à avoir survécu. Son tournage se poursuit. Bonjour Keruma. No comment? Tu ne réponds pas? On travaille dans des conditions un peu difficiles. Bon, on a pu continuer parce que les premiers décors, les grands décors, on les a fait, les décors extérieurs. Il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a que des 5 à 4 personnages, c'est-à-dire on est vraiment limité dans le nombre. L'équipe de Timusha espère pouvoir accompagner son public jusqu'à la fin du mois sacré. La série est diffusée tous les soirs sur la chaîne nationale, juste après la rupture du jeûne. Bonjour, c'est Morgane Imbeau. Je vous parle depuis chez moi, je suis confinée comme vous tous. J'espère que vous faites bien attention, que vous vous lavez bien les mains et surtout ne sortez pas de chez vous, c'est pas grand chose. Il faut vraiment aider notre personnel soignant et qu'on arrive au plus vite justement à la fin de cette pandémie. Pendant ce confinement, qu'est-ce que je fais? Je lis par exemple ce livre-là qui s'appelle « Elles ont conquis le monde ». C'est que des petites nouvelles sur des femmes qui ont fait des choses incroyables suivant les époques et les continents. Je lis un autre roman qui s'appelle L'Américaine. Voilà, c'est super. Forcément, je ne l'ai pas fini. J'aime bien lire plusieurs choses à la fois. Je regarde des films aussi. Donc, je regarde par exemple Kill Bill, que j'avais oublié. Je regarde Blue Velvet, que je n'avais jamais vu. J'en profite. Et qu'est-ce que je fais encore? J'écoute des vinyles. J'écoute le dernier Anne Sobel. Voilà, on est très vinyle à la maison. Et sinon, j'ai sorti un album il y a 2 mois à peu près, qui s'appelle Amazon. Et Amazon, c'est un album, voilà, c'est mon premier vrai album solo, on va dire. Et pour ce faire, je suis allée en Norvège. Et donc, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Honor. C'est celle qui ouvre le disque. Ici, on essaie Honor. Tu dis que ça tuerait la magie. There's a fever in the making, fever I can hardly keep in. Ici on essaie Honor. Tu dis que ça tuerait la magie. There's a fever in the